Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons pour la dernière séance de nos cours sur la genèse des théories architecturales et urbaines. Je reprends mon propos là où je l'avais laissé finalement, c'est-à-dire autour de cette question du macrolot où s'était posée la question est-il possible de faire la ville aujourd'hui sans faire du chiffre? Est-ce qu'on peut sérieusement envisager de faire un projet aujourd'hui à partir d'autre chose que d'un programme statistique? Dans une période où, on le voit, c'est l'économie qui règle nos conduites et nos modes de pensée. Et puis, je vous avais dit aussi lors de notre dernière séance que nous étions peut-être, et c'était il y a une dizaine de jours, un jeudi, à la veille du grand confinement, nous étions peut-être à la veille bien d'un changement de paradigme, un changement de paradigme qui verrait, si on suit la définition qui en a été donnée par un épistémologue comme Thomas Kuhn, eh bien, la fin d'une période de science normale, c'est-à-dire d'un consensus entre les acteurs sur la manière de faire la ville. Par exemple autour de la densité, par exemple autour des vertus et des aménités de l'urbain, de la préservation des ressources vis-à-vis de l'implantation humaine sur un territoire. Est-ce que le virus amène à réviser tout un tas de grands consensus sur lesquels s'était bâti pour quelques décennies la manière de faire la ville? J'avais laissé la question en suspens, elle l'est encore aujourd'hui, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des réactions ici ou là. Je pense à celle de Michel Lussot, hier sur Facebook, sur la page de Tous Urbain. Nous étions donc mardi, qui laisse à penser que bien des acteurs du paradigme précédent commencent eux-mêmes à réviser leur jugement. L'hyperlieu finalement n'a plus autant de vertu qu'il pouvait en montrer il y a de cela seulement quelques semaines, avec une réaction, si vous allez voir cette page de Olivier Piron, qui a été secrétaire général du PUCA, du plan urbanisme, construction, architecture, pendant quelques années, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, et qui lui-même s'interrogeait sur tout le discours qui avait pu être tenu par ces instances gouvernementales sur la densité et la manière de faire la ville. Donc la densité, la manière de faire la ville, nous y revenons, nous y venons, et nous y revenons avec MVRDV qui en a fait, je dirais, son viatique de cette notion de la densité. Euh, il faut voir que MVRDV, par le biais de cette position, se rattachait à un courant qui est celui de l'utopie. C'est-à-dire qu'il y a eu une stratégie chez eux, une manière de se jouer des contradictions, une manière de jouer aussi sur l'ambiguïté, une manière de radicaliser et d'accélérer certaines tendances déjà à l'œuvre au sein de nos sociétés occidentales à la fin des années 1990, une manière aussi de jouer sur la compénétration entre l'ancien et le nouveau, une manière enfin de multiplier les projets à contrainte euh, par lesquels finalement ce groupe d'architectes hollandais s'est approprié d'une manière assez consciente et peut-être cynique, mais nous y reviendrons, les caractéristiques, les facettes, les outils, les composantes de l'utopie et aussi de son envers dystopique, nous le verrons à travers quelques exemples. Euh, La densité, la dispersion urbaine, l'étalement urbain, il ne faut pas oublier, c'est juste une parenthèse avant que je n'entre vraiment dans mon propos sur MBRDV, qu'il y a eu des utopies de la dispersion urbaine. Vous les laissez dans un coin de votre mémoire, vous irez les voir lorsque vous aurez besoin de les solliciter, mais sans parler des avant-gardes des urbanistes russes qui firent suite à la prise de pouvoir par les soviets, en pensant le territoire comme un vaste terrain, un champ d'action. Il y a eu tout simplement une utopie de la dispersion urbaine qui était caractérisée par les cités-jardins. Ebenezer Howard pensant une stratégie de répartition équitable et raisonnée de la population sur le territoire dans une alliance entre la ville et la campagne. De même que Frank Lloyd Wright avec sa Broadacre City, on a fait un exemple
parfait de répartition adéquate de la population sur le territoire américain en donnant une acre par famille, et en lui assurant ainsi sa subsistance et en comptant à l'époque que la population américaine pourrait se répartir harmonieusement sur un territoire équivalent simplement à l'État du Texas. Donc il ne faut jamais oublier qu'il y a eu des utopies de la condensation. L'utopie a souvent pris la forme du gratte-ciel, elle a souvent été tourelliste, mais il y a eu aussi des utopies de la dispersion urbaine. Euh, et puis, même si on revient à l'origine de cette histoire de l'utopie, il y a eu deux grandes utopies au XIXe siècle qui ont eu à voir avec la ville et l'implantation humaine. C'est celle de Saint-Simon d'un côté et celle de Fourier de l'autre. Euh, Celle de Saint-Simon, c'était celle du désenclavement, de la fluidité des transports, d'une circulation optimale des biens et des personnes, avec un imaginaire des colonies. Ce sont des Saint-Simoniens qui ont mis le pied en Algérie, par exemple. Et puis de l'autre côté, sur l'autre main, il y avait l'utopie fouriériste, qui était plutôt celle de la colonie, l'expérience de la colonie, de l'enclave utopique avec ses propres règles, d'un lieu où se conjuguerait la fabrication et l'habitation, et où des langues ou des pratiques nouvelles pourraient s'installer. Bon, à votre avis, je vous laisse deviner quelle forme d'utopie a gagné finalement et a fécondé le XXe siècle. Est-ce que c'est l'utopie des tuyaux, du TGV, de la circulation rapide des biens et des personnes, ou est-ce que c'est un territoire harmonieusement maillé de petites colonies de population installées au sein de la campagne? Bon, et peut-être que si Fourier avait gagné la bataille, finalement, on n'aurait pas eu le faubourg industriel du 19e. On voit bien que les choses se sont cristallisées autour des grands foyers de population avec des liaisons rapides entre ces différents foyers, plutôt qu'une répartition harmonieuse sur le territoire. Bon, ceci était un aparté qui nous rattachait néanmoins à une actualité assez criante, puisqu'on a bien vu ces jours derniers que la question se posait entre la proximité spatiale et la distance sociale, fameux article de Jean-Claude Chamboredon et Madeleine Lemaire, pardon, sur les grands ensembles. Premier article, un des premiers articles critiques publiés sur les grands ensembles, qui montrait bien comment il suffisait pas de rapprocher des gens spatialement pour en faire une communauté. Et aujourd'hui, avec la problématique du virus, eh bien, cette question se pose sur de nouveaux auspices, mais elle se pose de manière très, très critique à nous ces jours-ci. D'où l'échange que nous avons par le biais des tuyaux, justement, numériques. Je reviens à MVRDV. Alors, je pars du macrolo. Je pars du macrolo pour finalement bien rappeler que ce sont eux, ce groupe de aujourd'hui plus si jeunes, hein, 55 ans, 60 ans, architectes hollandais qui ont implanté en France ce modèle, comme je vous l'avais précisé lors de notre séance précédente, avec un promoteur hollandais, ING, à Lyon-Confluence, sur les bords d'une darse, coordonnant un macro-îlot avec des expériences et des écritures différentes d'architectes, tous massés au sein d'un même ensemble. Les écritures, les signatures étant différenciées par le biais des percements et des revêtements de façade. Ils ont développé, et ils développaient dans le même temps des expériences similaires autour de la densité et de l'empilement, qui sont les deux caractéristiques majeures pour décrire leur architecture, et qu'ils ont multiplié, diffusé à l'échelle de l'Europe entière. Empilement, densité et un jeu parfois un peu cynique sur le savant et le populaire. Cette histoire est déjà ancienne, elle nous fait remonter par exemple à Venturi, à son travail sur le strip de Las Vegas, à la manière dont il avait eu de regarder les signes commerciaux, la manière dont il avait eu avec Denis Scott Brown, qu'il ne faut jamais oublier, de regarder vers le bas pour aller plus haut, pour faire une autre architecture finalement. Eh bien, MVRDV, de la même manière, en joue parfois assez délibérément. Alors l'un de vous l'autre jour m'a dit à l'occasion de notre séance sur le postmodernisme qu'il s'agissait, je le cite, d'une architecture de bourrin,
Je le laisse à son jugement, mais peut-être y a-t-il quelque chose de cela lorsqu'on rappelle les phrases de Jacob van Rijs, loud and in your face, une architecture matelassée. Et puis des interventions spectaculaires qui caractérisent le groupe, ici donc à Rotterdam. Mais je dirais ce qui m'intéresse le plus pour évoquer ce, ce trio d'architectes hollandais qui est aujourd'hui une agence mondialisée avec des dizaines de salariés, plusieurs sites d'implantation. J'avais dit pour commencer qu'il y avait chez eux un rattachement à finalement la grande tradition de l'utopie, mais il ne faudrait pas se leurrer. C'est-à-dire que il s'agit plus d'un architecte retranché dans l'utopie, caractérisé par l'incomplétude, l'anxiété, travaillant un peu dans le conflit avec son temps. Non, pas du tout. MVRDV est tout à fait en accord avec son temps. Et ça, c'est ce qui tranche par rapport à, je dirais, la grande histoire de l'utopie. C'est Si je craignais pas l'oxymore, je dirais que c'est une utopie pragmatique, où le contenu naît de la démarche. Et cette démarche, c'est une démarche de prévision, de normalisation et d'anticipation à partir des données du présent. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que on a l'impression que grâce à la puissance de calcul de l'ordinateur pour organiser les données du réel, le fameux datascape, on a une sorte d'écologie parallèle qui se dessine, artificielle et numérique, qui finalement viendrait pallier aux déficiences des stratégies de planification classiques qui l'avaient précédé. On a une sorte de petite utopie du pis-aller, du faire avec, des éoliennes, de la forêt comme machine à recycler du CO2. On verra par exemple leurs propositions pour le Grand Paris. Mais pas de grand récit. Il y a une sorte d'utopie hybride qui est à la fois faite de prévisions mais aussi de prise en compte des contraintes. Il n'y a pas de projection réelle. Alors, on pourrait dire qu'il s'agit justement, c'était le titre que je choisissais pour commencer ma projection, d'une utopie du développement durable, donc du paradigme des années 2000-2010, je n'ose dire qui nous a précédés en ce mois de mars 2020, mais peut-être bien, nous verrons. Donc une utopie du développement durable dans un monde qui s'agit plus de changer, mais de sauver. Et la nuance est très importante. Il s'agit de sauver le monde plutôt que de le changer. Et finalement, on rejoint ici beaucoup des constats qui ont été mis à plat par Ulrich Beck, un sociologue allemand qui malheureusement décédé d'un infarctus en 2015 et qui avait publié un livre fameux sur la société du risque, qui s'appelait justement Sur la voie d'une autre modernité, le sous-titre. Ce bouquin a été traduit en français en 2001 et il était paru en allemand en 1986. Et dans cet ouvrage, Ulrich Beck disait: dans la modernité avancée, la production sociale de richesse est systématiquement corrélée à la production de risques. Voilà, c'est ça le problème de notre temps, et réfracté à travers les projets d'MVRDV d'une certaine manière. En chemin, on pourrait dire que nous avons changé de futur, d'un futur radieux vers lequel marchait naguère le progrès poussé par la science, eh bien, succède un avenir qui oblige à prendre soin. Et ça, les architectes d'MVRDV, d'une manière assez stratégique, l'ont pris en compte dans leur projet. Euh, il ne s'agit plus de connaître finalement et de dominer, euh, il s'agit d'utiliser ces données et de vivre après. Voilà. De vivre après, d'essayer de faire une sorte de vraie tranche de maintenant, comme le dit Winnie Maas sur cette diapositive. Alors, l'histoire commence avec cet ouvrage qui fit grand bruit. Hein. Ce sont des disciples de Koulas, de Rem Koolhaas, qui avaient fait leurs premières armes au sein de l'OMA, l'agence de Koulas, et qui s'en sont émancipés au milieu des années 1990 et qui ont publié dans la foulée cet ouvrage Pharmax,
où la densité apparaît déjà comme un fait marquant sur la couverture, et qui s'en sont émancipés, donc en faisant un livre. Donc ce sont des architectes intellectuels, il faut jamais oublier ça, ce sont des architectes qui ont beaucoup publié d'essais théoriques, et pas seulement de monographies sur leur propre bâtiment, donc c'est un élément à prendre en compte, mais ces publications laissent toujours quelques questions en suspens. Par exemple, quel sens prennent, dans une époque dominée par le marché et les bourses, ces multiples graphiques et tous ces tableaux de chiffres? Est-ce qu'il y a encore une dimension critique dans ce travail? Pourquoi, par exemple, est-il toujours question de démographie et de géographie, mais finalement rarement de sociologie dans ces projections? Euh, Qu'est-ce que vaut encore la volonté planificatrice par rapport à ces positions d'MVRDV? Quel rapport MVRDV entretient-il avec le fonctionnalisme finalement? Est-ce qu'il n'y a pas une fascination un peu cynique pour le banal dans certaines projections? Quel est le rapport aussi aux sciences sociales en général de ce groupe d'architectes qui vise avant tout le quantitatif et rarement, pour finir, le qualitatif, en chiffrant toujours leurs projets et en devançant, pour ainsi dire, les demandes du politique? La demande du politique pouvant être réduite, dans ce cas-là, au rapport coût et avantage, au fameux benchmarking, dont l'une d'entre vous a déjà évoqué l'omniprésence lors de notre séance précédente. Alors voilà donc la définition canonique de leur position: la densité et le maximum de rapport entre un sol et une population. Alors, on est dans une perspective qui est celle, je dirais, des physiocrates, hein. C'est-à-dire que la principale richesse d'un territoire, c'est sa population. C'est la population qui l'habite. Et la meilleure manière de faire fonctionner ce territoire, eh bien, c'est de répartir harmonieusement cette population et de faire en sorte qu'elle se multiplie et vive le plus longtemps en bonne santé. Bon, tout ceci étant des questions qui nous préoccupent gravement en ce moment. Et des scénarios donc sont évoqués, développés souvent assez brillamment dans cet ouvrage initiatique Pharmax, donc paru en 1998. Et en même temps, NVRDV n'abandonne jamais ce projet qui est de toujours rêver l'époque suivante. C'est ce qui, en tout cas pour ma part, entraîne cette sorte de rapport ambigu, ambivalent à la lecture de ces ouvrages. C'est-à-dire il y a, on le voit bien, quelque chose de cynique et de gestionnaire dans cette position, et en même temps, la volonté de continuer à penser le projet. Et c'est ce qui nous rassemble et qui nous occupe tous ensemble. Mais il ne s'agit plus de transformer, encore une fois, il s'agit plutôt d'adapter. Je crois que c'est le maître mot. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser le temps comme un adversaire, mais comme une variable avec laquelle on va composer, on va se réadapter sur le mode de l'imprévisible, de la souplesse, de l'adaptation, du réversible par rapport au réel. Finalement, on est dans la référence au modèle de la nature avec les crises et les réagencements permanents que celle-ci peut montrer d'une certaine manière. C'est comme si, par ce fait-là, nous aurions finalement changé de futur. C'est-à-dire que projeter à l'heure du développement durable, c'est se poser en médiateur d'une appropriation collective des maux, des malheurs, hein, comme dit le sociologue allemand à nouveau Ulrich Beck, de la planète. Mais sans renoncer au fantasme, ou en tout cas au projet de l'architecte, qui est celui d'essayer de maîtriser, autant que faire se peut, ces phénomènes. Et un des ouvrages qui fait suite l'année suivante à Pharmax le montre très bien, c'est justement ce projet de la ville des données qui était lié à une exposition et qui montre ce fantasme finalement de maîtrise, toujours de la répartition la plus efficace d'une population sur un territoire donné, avec cette réactualisation du projet à contrainte. Voilà, si nous vivions tous dans un cube massif, voilà quel visage prendrait notre territoire hollandais. Et si nous vivions tous dans des petites maisons,
Eh bien voilà quel visage le paysage revêtirait, avec toujours des chiffres et des données en bas de page. On le voit ici. Ils pousseront plus loin, toujours ce sillon, jusqu'à intituler un livre de manière assez provocatrice, Kilomètres cubes. Donc là, nous y sommes entièrement, qui était là pour le coup plutôt une monographie des projets de leur agence. Et puis leur projet pour le Grand Paris, mené avec le laboratoire dont je me suis occupé, le laboratoire architecture, culture, société, mais j'avais refusé à l'époque de faire partie de cette équipe parce que je ne voyais pas bien le laboratoire ayant toujours travaillé sur des questions qualitatives, ce que nous aurions à apporter à une équipe qui avait jusqu'ici toujours travaillé sur le quantitatif. Mais je crois que ma directrice de laboratoire de l'époque n'avait pas tout à fait lu MBRDV et ne savait pas sur quel sentier elle s'aventurait. Voilà, on est typiquement dans la prévision, et la prévision, je dirais, la plus provocatrice, hein, d'une certaine manière, renvoyée aux experts. Le pari plus petit. Je me souviens d'ailleurs de la présentation de Winnie Maas, qui est un peu la figure de proue, le théoricien de ce groupe, au Conseil économique et social lors de la restitution des projets des 10 équipes pour le Grand Paris de Nicolas Sarkozy, commençant son allocution en disant: Vous avez un problème en France, vous trouvez que tout est toujours trop mignon. Et j'aime beaucoup cette expression parce qu'elle vous représente bien. Vous dites à propos de tout: Oh, c'est trop mignon. Eh bien voilà, moi je vais vous montrer ce que serait un urbanisme débarrassé de cette notion trop française qui, sous-entendu, vous empêche d'avancer. Alors, retour à Metacity Datatown, il y avait donc cette idée de l'exercice à contrainte qui est très stimulante pour l'imaginaire. Voilà, par exemple, et si, et si, et si, et si nous vivions tous dans des blocs de Cerda du plan de Barcelone? Et si nous collions ces blocs de Cerda aux intervalles générés par la superficie de Central Park à New York? Voilà quel visage prendrait le territoire hollandais dans une répartition plus ou moins harmonieuse pour le coup de sa population dans son rapport à la nature. Et puis toujours cette idée du fait écologique qui revient, mais c'est une écologie, encore une fois, du faire avec, du développement durable d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la perspective de la décroissance. On est dans la continuation du projet du développement, mais du développement harmonieux sur un territoire donné avec cette équation posée en bas de l'écran qui est très claire et qui situe, je pense, notre rapport à la nature tel qu'il s'est exprimé dans les années 2000 et 2010. C'est-à-dire une prise de conscience, mais absolument pas une révision des schémas et des modèles sur lesquels s'étaient jusqu'ici développés nos territoires. Et leur manifeste formel, bah, c'est le pavillon, le fameux pavillon hollandais qui a tellement stimulé les imaginaires, en tout cas le mien, des gens qui avaient à l'époque entre 25 et 35 ans, au tout début des années 2000, pour l'exposition universelle de Hanovre, où on était dans les thèmes de l'écologie, de la congestion, de la densité, du rapport naturel artificiel, avec ces éoliennes sur le toit, c'est typique des figures de cette époque, et puis ces arbres en pot. Alors évidemment, il a très très mal vieilli aujourd'hui, ce projet. Voilà ce qu'il est devenu. Mais c'était un peu écrit d'avance, d'une certaine manière. Le tout dans une perspective qui est typiquement héritée de la problématique hollandaise. C'est-à-dire qu'on voit bien à travers ce petit schéma, hein, et si on inversait les termes de l'équation, c'est-à-dire que si la Hollande, qui est considérée comme le pays ayant la plus forte densité en Europe, n'était pas un pays dense, mais au contraire une ville vide. Et on compare les aires urbaines des grandes cités au territoire hollandais. Pour continuer finalement, pour toujours continuer un développement. Et puis des projets de l'agence qui se jouent de cette contrainte de la densité d'une manière beaucoup plus raffinée,
comme ce petit projet de surélévation qui a été publié à maintes reprises et qui instaurait une sorte de rapport au ciel très inattendu dans cette ville de briques. Ou des plans dans le cadre des fameuses opérations Vinex, où des décennies 1990-2000, où la Hollande était vraiment présentée comme un modèle, ces plans de nouveaux quartiers qu'on multipliait sur le territoire. Un autre projet en Allemagne, plus récent. On essaye d'articuler une diversité, une variété typologique, le tout dans une occupation maximale, toujours la même problématique du territoire. La plus raisonnée possible, disons. Le tout n'étant pas séparable en général de la montée en puissance de la notion d'écoquartier, qui pose tout un tas de questions, bien entendu. À quoi bon une aire de tri des déchets, la récupération des eaux pluviales et même un bitume qui absorbe le CO2 à la place d'un champ et des vaches? Bien parce qu'il faut bien continuer à faire des projets. Et l'homme est un animal utopique qui fait des projets du matin au soir, et qui, lorsqu'il arrête de faire de projets, est soit très très proche d'une dépression très profonde, ou encore au bord de la tombe. Mais il se trouve que l'homme fait des projets et continue à faire des projets. Alors, une exposition qui m'avait semblé très stimulante pour mettre en avant ces contradictions, c'était justement celle qu'MVRDV avait développée à la Cité des Sciences, avec Sylvestre Bette, qui à l'époque s'occupait des questions d'écologie pour le journal Libération. Nous étions en 2003 et on y retrouvait justement toutes ces problématiques d'MVRDV, la préoccupation du climat, la préoccupation du paysage artificiel, à l'aide des outils des sciences humaines, la géographie, la démographie, mais aussi de l'économie, des statistiques, la question de la densité, la question de la prévision, du scénario, avec une réflexion en l'occurrence centrée déjà, nous étions il y a 17 ans, déjà autour du climat. Et l'idée, c'était de produire une sorte de fiction active, mais démocratiquement active, pour représenter la science et représenter les enjeux qui, à l'époque, je vous en assure, n'étaient pas tout à fait pris en compte par les politiques, comme ils peuvent l'être, au moins dans le discours, aujourd'hui. Donc, leur idée, et qui était clairement exprimée dans ce catalogue, c'était de convaincre, de négocier, de convaincre, et ensuite de faire des choix en toute connaissance de cause. Donc, par la fiction, et là c'est le travail, le registre spécifique des architectes, finalement, agir démocratiquement. En même temps, une année plus tard, se tenait la consultation pour les Halles de Bertrand Delanoë, où là, les Hollandais, les deux équipes hollandaises, Rem Koolhaas, dont nous parlerons dans la foulée de cet éclairage sur MVRDV, et donc MVRDV, avaient tous deux proposé des projets qui ont suscité un vrai débat démocratique, pour le coup, et qui rentraient en collision très forte avec les projets des deux autres équipes françaises, celle de Jean Nouvel et celle de David Mangin, qui a au final remporté la consultation. Voici le projet à l'époque de David Mangin. Alors, un autre exemple d'excursion théorique d'MVRDV, c'était ce workshop fait avec les étudiants de Barcelone sur la côte ibérique, où on se retrouve justement en plein dans les problématiques d'MVRDV. C'est-à-dire que la problématique majeure, c'est celle de la densité, et c'est le rapport au trait de côte. C'est le rapport, la proximité à l'eau qui entraîne la compression, la congestion de la population. Donc une mise en scène des problématiques, avec toujours cette idée de
des détails un peu sales, un peu gras en l'occurrence, auxquels le réel peut s'accrocher. Et puis à partir de là, une fois que le regard est accroché sur le réel le plus plat, le plus trivial, eh bien commencer à bâtir une fiction. Donc une enquête préalable, quantifiée de préférence, mais faussement quantifiée, qui se donne finalement les atours de la scientificité, mais qui n'en est pas. Mais qu'importe après tout s'il s'agit de convaincre pour faire des choix ensuite. C'est de la rhétorique d'une certaine manière, c'est de la rhétorique visuelle. On accumule les données et on essaye de les rendre comparables, que ce soit les appartements, les plats, les types de commerces qui donnent sur la rue. On met en scène ce paysage. Pour arriver à développer des projets qui, là, pour le coup, eux, se rattachent à la grande histoire de l'utopie. Alors voilà, ce projet, par exemple, d'inonder les cours d'eau. D'inonder les cours d'eau de la côte espagnole en profondeur jusqu'à Madrid, par exemple, pour multiplier les plages tout le long d'un territoire espagnol, jusqu'ici quasiment désertique. Et finalement de multiplier le nombre de kilomètres linéaires de littoral et d'installer des plages dans toutes les grandes villes espagnoles. Qu'importe, après tout, le côté réalisable ou pas de ces images, là n'est pas la question. La question est de faire trembler les imaginaires et de faire bouger finalement l'acceptation à un changement, à un projet que l'architecte viendra ensuite soumettre, proposer. Alors, une autre variante de ce rapport au littoral, bah, c'est de créer des normes jetées jusqu'à relier les îles méditerranéennes. Et le long de ces jetées, eh bien, d'édifier des tours au sein desquelles la population pourrait prendre place. En quantifiant, en se donnant en plus les allures du réalisable, tout en partant d'une hypothèse quasiment, enfin purement même contrefactuelle. Ou alors encore de multiplier les îles, de fragmenter finalement les îles déjà existantes et de les thématiser. On aurait eu par exemple l'archipel du sport, l'île de Disney. Vous savez que Disneyland est déjà une île et que l'utopie est la figure d'une île à ses origines et que l'île a souvent partie liée avec cette question. D'ailleurs, tout ceci nous ramenant à l'actualité récente et aux îles de Ré, Yeux, Noirmoutier, Belle-Île, envahie par les Parisiens, quittant la propagation du virus dans ce Grand Paris que tout le monde aime tant pourtant. Bref, parenthèse. L'île du sport, l'île des vieux, l'île de Disney, l'île de Buckminster Fuller. Un exercice thématique, un exercice à thème finalement. Et puis, alors là je reviens au climax, multiplier les scénarios et multiplier les variantes. On voit bien la parenté qu'on retrouve entre l'inondation, la protection pardon, sous un grand dôme, la protection par une digue, même si celle-ci est toujours débordée par définition. Bref, c'est l'idée des et si, des stratégies de projet multipliées. Et Climax jouait beaucoup sur ce registre. Ce sont par ailleurs des constantes qu'on retrouve dans l'histoire de l'utopie et de l'urbanisme au XXe siècle. Ici, c'était entre les deux guerres, un projet de plage pour la place de la Concorde, comme quoi le débat actuel sur la refonte des Champs-Élysées et de la place de la Concorde peut trouver de nombreux antécédents dans l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme du XXe siècle. Et bien sûr, il y a ces projets très très connus de super studios qui ont joué bien avant, un demi-siècle avant, pratiquement MVRDV, sur ces scénarios. Ici, c'était l'idée de l'Arnaud ayant débordé
1966, si ma mémoire est bonne, à Florence et entraîné de graves inondations, eh bien de pousser cette logique jusqu'au bout et d'inonder la vallée de l'Arno pour faire du voilier autour du sommet du dôme. Ou alors encore, on le voit ici, d'assécher les rues de Venise à l'inverse pour y favoriser le trafic routier. C'est une sorte de stratégie du pire où, d'une certaine manière, on tire les pointillés du présent jusqu'à leur terme pour, encore une fois, favoriser la prise de conscience, pour édifier, d'une certaine manière, les esprits face aux risques encourus si nos sociétés continuaient à se développer suivant le même modèle. Et d'une certaine manière, quoique cynique puisse parfois apparaître la stratégie d'MVRDV, il y a pourtant, je pense, en arrière-plan cette volonté d'édifier les consciences. Ici, c'est Super Studio, son fameux monument continu, dans sa stratégie d'implantation complètement indifférent au monde et aux paysages traversés, et MVRDV qui reprend de manière quasiment littérale les procédés graphiques. Super Studio, un nouveau Super Studio, puis ces projets, là encore parfois un peu, même complètement dystopiques. Ici c'était la ville autoritaire construite comme une pyramide où la ville exprime dans sa structure les rapports de pouvoir. Toujours Super Studio, les 12 villes idéales, qui ne faisaient finalement que mettre en forme sur un mode dystopique des projets au contraire utopiques et radieux. Ici c'est la ville radieuse de Le Corbusier. Bon. Voilà, c'était l'idée de tirer les pointillés jusqu'au bout. Et tirer les pointillés jusqu'au bout, bien MVRDV pardon, s'y emploie en calculant, par exemple, en évaluant, je dirais au doigt mouillé, la densité sur un carré de plage, suivant divers scénarios et diverses photos d'occupation du littoral. Là, c'est un projet, c'est le fameux projet de Le Corbusier pour Alger. On retrouve cette manière qu'on va trouver dans MVRDV de s'implanter face au littoral, le plan obus. Et voilà donc le projet d'MVRDV pour Benidorm. Benidorm est saturé. Le principal problème qui s'y pose, c'est le rapport à la mer et la volonté d'être le plus proche possible de l'eau. Eh bien, imaginons des scénarios. Qu'est-ce que donnerait le paysage de Benidorm si l'on multipliait des immeubles cruciformes qui permettraient d'augmenter encore et encore et encore plus cette densité? On retrouve là aussi l'influence de Super Studio et toujours cette volonté de chiffrer, jamais oublier cette dimension quantitative. Chez MVRDV, on retrouve ce qu'avait dit Tafuri de l'architecture radicale italienne en 68, ce qu'avait dit Tafuri, donc, qui avait dans l'architecture radicale cette accentuation perpétuelle d'un même thème, exaspéré parfois, jusqu'à contester le plus radicalement les lois communes qui le régissent. L'introduction d'éléments du passé dans le présent et dans un récit du futur, dans une sorte de jeu sur les temporalités perpétuelles, un assemblage d'éléments disparates, tirés de codes différents, éloignés entre eux, aussi bien dans l'idée que à travers l'histoire. Et puis, à partir de là, la composition de figures architecturales avec des structures figuratives de nature différente. Et puis, l'exaspération d'un thème primitivement donné comme absolu. Là, en l'occurrence, c'est celui de la densité. C'est Tafuri qui écrivait ça dans Théorie et Histoire de l'architecture en 1968. Traduit en 1976 seulement en français. Eh bien, voilà, ce petit projet pour Benidorm est typiquement dans cette stratégie-là. Et il ne fait que reprendre, encore une fois, ici c'est Super Studio, les figures du monument continu.
toujours le monument continu, qui eux-mêmes, on le voit à travers ces images, étaient allés puiser dans les projets utopiques de Le Corbusier, par exemple pour Alger, que je vous ai montré précédemment. Le Corbusier qui s'amusait à tirer lui aussi les pointillés. On le voit très bien si on lit Vers un urbanisme, il y a ces graphiques qui se donnent les atours de la scientificité, puis à la fin, les petits pointillés tirés à la main. Donc, est-ce que ce n'est pas finalement une figure perpétuelle de la condition de l'architecte, de s'appuyer sur des éléments tangibles du réel et en même temps toujours de chercher à faire projet et de prolonger les pointillés. Alors d'une manière ou d'une autre, sur le mode de l'utopie, sur le mode de la dystopie, en tout cas dans une volonté de transformation. Finalement, l'important c'est peut-être pas que ce soit juste, réel, vrai, mais c'est qu'on y croit d'une certaine manière. C'est comme la densité des gens sur la plage à travers les photos que je vous montrais tout à l'heure. Rien n'est scientifique dans ce type d'image. Tout y est suggéré. Et il faut, et c'est là où on peut discerner le talent d'un architecte, il faut que ça sonne juste d'une certaine manière. Ici, c'est une page de Climax reproduite où la révérence au maître, au grand-père tutélaire est manifeste. Hein. Et voilà ces images où on met un dirigeable avec des petites maisons, ces images d'MVRDV où on met un dirigeable avec un vieux paquebot et des petites maisons, comme sorti du plan Vinex et qu'on retrouvait dans Metacity tout à l'heure. À droite, c'est MVRDV, donc Climax, et à gauche, c'est Super Studio. Alors, un autre projet, une autre variante développée dans Costa Ibérica, c'était ce collage directement emprunté à Guy Debord. Voilà le collage de Guy Debord à la fin des années 1950 qui s'appelait La ville nue, où il considérait la ville comme une sorte de plaque d'ambiance unitaire entre lesquelles seraient organisés des passages, et ces passages étant symbolisés par ces flèches qui matérialisent en quelque sorte la dérive que les situationnistes théorisaient à l'époque à partir d'un constat d'un ennui dans la ville fonctionnalisée ou qui tendait à se fonctionnaliser. Et il fallait passer le plus vite possible et à la limite en ayant le taux d'alcoolémie le plus important possible entre des plaques d'ambiance unitaire, des quartiers à l'ambiance affirmée. Et voilà comment MVRDV réinterprète ce rapport à la ville des situationnistes sur le plan de Benidorm, en y incluant des monuments que vous pouvez tous reconnaître comme autant de plaques disséminées pour former un front de mer inouï, en tout cas inhabituel, en tout cas, on pourrait dire intéressant, une sorte de collage, de détournement. Hein. Et puis aussi un héritage de leur grand-papa Rem Koolhaas, de la culture de la congestion, d'une esthétique surréalisante et en même temps jouant sur la culture de la congestion mise au point par Rem Koolhaas, enfin décrite par Rem Koolhaas dans New York Daily. Et voilà quel visage les choses prendraient à Benidorm si la ville entière devenait une plage, puisqu'après tout c'est ça la question, c'est être le plus près de la plage. Et bien alors, mettons du sable partout et voyons comment on pourrait circuler sur ces nouvelles plages où on aurait également fait venir de l'eau. Et comment la ville entière se retrouverait être une plage, d'une certaine manière. Donc, par rapport aux problèmes écologiques, il n'y a pas de poétique du renoncement chez MVRDV. Il y a l'idée de continuer toujours à faire des projets, d'améliorer la qualité de la vie, pour ainsi dire. Alors parfois sur un mode réformiste, et puis parfois sur un mode révolutionnaire dans leurs projets utopiques, mais il n'y a pas de renoncement au projet. Absolument pas. Alors on trouve dans Climax des stratégies comparables. Hein, leurs ouvrages quand même se répondent souvent. Et puis ici, c'est un exemple, là encore, d'édification de la conscience commune qu'on retrouve dans Metacity Datatown sur la question des déchets. Voilà, dans une année, nous produisons tant de tonnes de déchets. Ces déchets étant symbolisés ici.
Ces déchets étant de tout type, des voitures, des fournitures de bureau. Et dans ce monde, les déchets seraient regroupés sur des terrils, tandis que la forêt deviendrait une machine à produire du CO2, avec des murs d'éoliennes qui permettraient d'assurer la consommation énergétique. On est dans une sorte de rationalisation extrême, d'une certaine manière, de l'utilisation du territoire, à partir des données. À l'époque, c'était assez pionnier, hein. Il faut se représenter les choses. Il y a 25 ans, pas tout à fait, c'était en 98, Datatam. Il y a 22 ans tout de même. Et puis l'idée de d'améliorer finalement, c'est pas une utopie négative. Il y a MVRDV, c'est encore une fois l'idée d'améliorer la qualité de la vie. Est-ce que nous pourrions vivre dans une cité-jardin verticale, contemporaine, Borobudur? Euh, Certains projets se sont tout à fait inscrits dans cette lignée depuis, hein. Alors, on pourrait les critiquer, ça n'est pas la question, mais l'héritage est limpide, direct. Voilà, et puis dans leur scénario, ces montagnes de déchets, après des années, deviendraient aussi haut que les montagnes des Alpes. Et puis on pourrait faire du ski finalement, et puis Chamonix serait déchargé de ses flux de touristes, et on pourrait faire du ski sur les montagnes de déchets hollandaises. Ce qui fit beaucoup réagir à l'époque. Parce qu'il y a une sorte de radicalisme chic, si vous voulez, dans MBRDV. Il y a une sorte de jeu sur l'effroi. Par exemple, dans ce projet sur les cochons, Big City 2001, la manière de concentrer les ressources de production de viande dont nous avons besoin sur un territoire donné. C'est une sorte de stratégie par l'excès, hein, vous aurez compris toujours. Le littoral étant peuplé de fermes verticales de cochons. Mais on voit que depuis, notre quotidien nous a confrontés à des problématiques tout à fait comparables. Ici, elles sont surlignées sur le plan d'utopie, mais notre futur a tendance à revêtir les atours annoncés il y a 20 ans par ces architectes. Et il y a un demi-siècle par les architectes de l'architecture radicale, Archizoom comme Superstudio, qu'on a vu tout à l'heure. Cette phrase de Natalini, qui est le fondateur, en tout cas le catalyseur de Superstudio, si le design est une pure incitation à consommer, alors nous devons rejeter le design. Si l'architecture est une pure codification des modèles bourgeois de propriété, alors nous devons rejeter l'architecture. Si l'urbanisme est une pure formalisation des injustices, alors nous devons rejeter l'urbanisme. Jusqu'à ce que ces activités aient enfin toutes pour but de satisfaire nos besoins primordiaux. Et c'est cette image-là qui fera date, qui montre les besoins essentiels. Ici, c'est une variante un peu sarcastique, encore que, introduite par les architectes Christophe Berdaguet et Marie Péjus, qui ont fait vieillir les personnages de Super Studio 30 ans plus tard. Nous étions à la toute fin des années 1990. Et puis, comment ne pas avoir à l'esprit des phénomènes très contemporains, des manières de parquer des populations, de contrôler des flux. Nous sommes en plein dans ces problématiques. Ici, c'était celle de la jungle de Calais en 2016. On voit très bien finalement le paysage se dessiner à la manière du dystopique du monument continu de Super Studio. Et puis à côté, en revanche, la manière dont l'appropriation vernaculaire, populaire se joue. D'un côté, je dirais, enfin, d'un côté, on pourrait dire l'architecture, et de l'autre, la manière dont on s'en empare. L'architecture des architectes, l'architecture sans architecte. Question. Et puis la séparation.
très marqué entre un territoire réglé et puis un territoire qui ne l'est pas du tout. Et Rem Koolhaas, nous allons y venir dans la foulée, avait posé ces problèmes dès 1972, dès son diplôme à l'A School, Exodus, où les prisonniers volontaires de l'architecture, où il mettait en scène deux villes, la bonne ville et la mauvaise ville, avec des checkpoints entre les deux, qui étaient aussi des métaphores du mur de Berlin. Et nous y reviendrons. Voilà. Sachant encore une fois que MVRDV a fait ses classes chez Rem Koolhaas, et qu'il y a une sorte c'est pas moi qui l'ai nommé comme ça, c'est un critique hollandais il y a déjà une bonne vingtaine d'années, Roemer van Toorn, qui avait évoqué un fraîche conservatisme hollandais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça, c'est une image réalisée par une ancienne étudiante en master qui avait travaillé autour de ces questions. Paul Perron, qui avait fait un mémoire de master justement sur ce projet d'MVRDV, qui avait fait scandale, dont nous avons brièvement parlé ensemble la dernière fois. Euh, voilà, un projet à Séoul en 2011. Un projet de quartier de gratte-ciel qui n'a pas pu être mené à bien parce qu'une crise est intervenue. Et puis aussi parce qu'il y a eu ce projet d'MVRDV qui s'appelait le cloud, le nuage, et qui a suscité une grande controverse. Voilà, et ce sont des images d'MVRDV articulant un nuage autour de deux tours jumelles, bon, vous aurez compris. Tout ça dans le but de multiplier les espaces extérieurs au logement, les prolongements, les circulations, les terrasses, les jardins en hauteur. Et puis qui jouait délibérément sur l'effet de provocation. Donc MVRDV est une sorte de, de mix de volonté réformatrice sous l'égide d'une fausse scientificité, avec toujours la volonté de provoquer, d'une certaine manière pour continuer à faire du projet. Et c'est exactement ce que leur a enseigné leur maître Rem Koolhaas, dont nous allons parler dans la foulée.